Eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette quatrième et dernière partie consacrée aux comédies américaines. Nous démarrons par la section MAD avec la suite de ma collection des Impacts et des Mad Movies. On part sur le Impact numéro 70. Souvenez-vous, 1997, Alien la Résurrection, Le Pacificateur avec George Clooney et surtout l'un des grands chefs-d'œuvre du polar à cette année-là, ça a été le Copland avec Sylvester Stallone, où il y avait notamment Peter Berg, Ray Liotta, Robert Patrick, Harvey Keitel, Robert De Niro, un casting incroyable, et c'est vraiment un film qui est d'ailleurs dans deux versions, puisque nous avons dans ce film deux versions. Il y a une version Director's Cut que je vais essayer de m'empresser d'avoir le plus vite possible. J'ai la version au cinéma, et le Director's Cut, je l'avais vu une fois sur Arte, et j'ai été étonné parce qu'il y a beaucoup de choses rajoutées, notamment la fin qui est totalement différente de Copland. Vous aviez la sortie de Breakdown, point de rupture avec Kurt Russell, le fameux Austin Power arrivé à ce moment-là. Il y avait Steven Seagal qui continuait à faire ses films, il y avait le Jackie Brown de Quentin Tarantino, Le Chacal avec Richard Gere et Bruce Willis, Bond, le fameux Bond avec Jennifer Tilly, Gina Gerson et Joe Pantoliano. C'est le premier film des frères Wachowski. Frères Wachowski, parce qu'à l'époque c'était encore des frères, voilà. Alors on m'a posé la question la dernière fois, pourquoi tu as dit c'était des frères encore? Les frères Wachowski, tout simplement, au fil des années, ont tout simplement changé de sexe, ils sont devenus femmes. Maintenant, ce sont devenus les sœurs Wachowski. Voilà tout simplement la raison pour laquelle avant c'était les frères Wachowski. Voilà, donc c'était les réalisateurs, et leur premier film était celui-ci, juste avant qu'ils réalisent le fameux Matrix et la trilogie Matrix, bien évidemment. Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet avec Winona Ryder et Dominique Pinon, évidemment. Il y a Ron Perlman, évidemment, Ripley, Sigourney Weaver. Le fameux Copland avec Stallone qui avait pris pas moins de 30 kilos pour faire ce film. LA Confidential de Curtis Hanson, un des plus grands polars que j'ai vu dans ma vie. J'adore ce film, avec évidemment Kevin Spacey, Kim Basinger, on a Russell Crowe, Guy Pearce, un très bon polar. J'adore ce film. 2h15 je crois il dure, il me semble. 2h15. Voilà, autrement, vous voyez, voilà, on continue encore tout ce qui sortait à ce moment-là. Le Pacificateur, voilà le fameux Impact, comment il était. Vous voyez, c'était très coloré, Il y avait beaucoup de rubriques, il y avait beaucoup d'images, il y avait beaucoup de... Même les Impacts étaient 1000 fois mieux que les Mad Movies qu'on a depuis ces 10-15 dernières années, quoi. Regardez-moi ça, The Game de David Fincher, Sean Penn avec Michael Douglas, un chef-d'œuvre celui-là aussi. J'ai adoré The Game, Le Collectionneur, Morgan Freeman, Georges Lajungle, évidemment, il sortait à ce moment-là, 97, 98. Et là, vous aviez encore toutes les rubriques de tout. Regardez-moi, tous les films qui sortaient, c'était une dinguerie, quoi. Une dinguerie. Tous les films qui sortaient, c'est incroyable. Comparé à maintenant, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Le Movie 2000, la librairie, avant que ça s'appelle le Metal Luna Store, ça s'appelait Movies 2000. Voilà, regardez. Ça, c'était génial. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Les Hommes de l'Ombre, avec Nick Nolte, Michael Madsen, Chris Penn, John Malkovich, Chaz Palminteri, puis aussi Melanie Griffith. Ça, c'est un polar que j'adore, qui est excellent. Et là, on avait la sortie en coffret 1997, quelques mois, 6 mois après, la sortie de Star Wars, La Guerre des Étoiles, L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. C'était pour les sorties VHS à l'époque. Il n'y avait pas encore les DVD. Eh oui, il n'y avait pas encore les DVD. Les DVD allaient arriver la même année. Mad Movies, numéro 122. Là, on est en fin d'année 1999, début d'année 2000. Et Night Shyamalan sortait son premier grand film, Sixième Sens, avec Bruce Willis. Un pur chef-d'œuvre, Sixième Sens, c'est absolument sensationnel. C'est un film vraiment très marquant. J'avais adoré ce film. Adoré. La malédiction de la momie de Russell Mulcahy, le réalisateur d'Highlander et Razorback. Et là, voilà, le Mad Movies d'époque, comment il se présentait, oui, c'était très coloré, c'était très noir, c'était très sombre, et puis en même temps, beaucoup de couleurs, énormément de rubriques, avec toutes les nouveautés qui sortaient là, les flashs. Le fameux Pitch Black avec Vin Diesel, Le Géant de Fer, magnifique, un de mes dessins animés préférés, Don Bluth,
Je crois que c'est Brad Bird. C'est pas Don Bluth, c'est Brad Bird, pardon. Je les confonds à chaque fois. Magnifique. Brad Bird, Le Géant de Fer. J'adore ce film, ce dessin animé. Austin Power, l'espion qui m'a touché. Ça, c'est le deuxième film qui sortait à ce moment-là. Là, on avait toutes les rubriques pour les inscriptions sur le Mad Movies. La fin des temps de Peter Iams avec Arnold Schwarzenegger et Gabriel Byrne. Superbe. Moi, je l'ai vu au cinéma. J'avais adoré. Sixième Sens aussi. Voilà, celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Toni Collette, cette fameuse scène-là. Ça, c'était la fin du film, pratiquement. Presque la fin. Cette fameuse scène avec le gars en vélo. À côté, oui. Voilà. Opération Peur. Alors ça, c'était toute une section sur les films de peur. Alors, il y avait le Twin Peaks, il y avait Rosemary's Baby, Psychose, L'échelle de Jacob, Le silence des agneaux, Massacre à la tronçonneuse, Les yeux sans visage, The Thing, L'Exorciste 3, la suite, bref, voilà. Là, vous aviez Tarzan, le dernier Disney, mais il parlait aussi de Disney, ça pouvait arriver, Dans la peau de John Malkovich, Razorblade Smile, une rubrique sur le Star Wars épisode 1, Le monde ne suffit pas, qui sortait à ce moment-là en cassette VHS 99, début 2000, non, c'était au cinéma. Par contre, là, on avait le magazine avec les premiers DVD à la vente. C'était dans les magazines, notamment, comme Les Années Laser, notamment. Voilà. Le créateur, le film de Albert Dupontel, son deuxième film, après Bernie. Et là, on a encore des tas d'autres rubriques. Regardez-moi ça. Tout ça, on l'a plus, hein. Dans le nouveau Mad Movies, on l'a plus. Les inscriptions sur les anciens Mad Movies, vous pouviez vous y inscrire, voilà, le Mortal Kombat, le film Conquest, ça c'est le troisième film avec Daniel Bernard. Voilà, moi je me suis arrêté au deuxième, le deuxième j'ai vu au cinéma, le deuxième non, il est pas top, le deuxième c'est plutôt un bon nanar. Ensuite il y a ce film là qui était pas mal, Phantoms, avec Ben Affleck, Liev Schreiber, et puis vous avez aussi Peter O'Toole. SOS Fantôme, vous voyez toutes les sorties, c'était incroyable. Voilà. Et là, le courrier des lecteurs à la fin avec Buffy contre les vampires. Regardez-moi cette petite biographie magnifique. Et on finit avec le petit bouquin de poche que je vous ai mis de côté. C'est celui-ci. Je vous ai parlé de la collection Géluche avec les Goonies la dernière fois. Eh bien, celui-ci, je l'ai depuis l'école. Depuis que j'étais à l'école, voilà, je crois que c'était en CM1 ou CM2. On avait étudié Molière à l'époque, à l'école. On avait étudié l'Avare, le Bourgeois gentilhomme, le Malade imaginaire, enfin toute la collection de Molière, la plupart. Et Alphonse Daudet, bien sûr, les lettres de Montmoulin. D'autant que je suis très content parce que j'ai pu visiter justement l'endroit de village justement où il y a le moulin en question. Et voilà un petit bouquin que ma maman m'avait acheté à l'époque. Regardez, décembre 83, septembre 82, les polygales, regardez. C'est incroyable, hein. Et en fait, c'est des bouquins qu'on achetait tout simplement pour les étudier à l'école. Et à l'école, avec Molière, on étudiait aussi Alphonse Daudet. On étudiait aussi Marcel Pagnol. Voilà. Et donc, ça faisait partie de ces livres, justement, qu'à l'école, on nous demandait d'acheter. Et moi, j'étais tout content d'acheter un nouveau bouquin, tu m'étonnes. J'adorais ça, donc du coup, se plonger là-dedans, c'était vraiment un très très grand classique du genre Lettres de Montmoulin. Je pense que là, ça vous rappelle des souvenirs, bien évidemment. Voilà, allez, on passe de suite aux comédies américaines. Et parmi les comédies américaines, il y en a d'autres. Alors, c'est la dernière section que je vais vous montrer. Il y a un petit festival spécial Leslie Nielsen, notamment ces deux-là. Alors, le premier est une petite perle rare. Celui-ci, Rent a Kid, Famille allouée, c'est un téléfilm où Leslie Nielsen joue avec Christopher Lloyd qui est ici. Voilà, le fameux fétide Adams dans la famille Adams, c'est Doc dans Retour vers le futur. Rent a Kid, qui est une petite comédie très sympathique. D'ailleurs, en 98, 3 ans plus tard, parce que ça date de 95, il en avait fait une comédie, une suite qui s'appelait Harry à tout prix, et non pas Marie à tout prix, mais ça rendait hommage au titre Marie à tout prix. Mais c'était Harry à tout prix, qui était en fait la suite, et que je trouvais vraiment délirante, peut-être même encore plus rigolote que celle-là. Mais celle-ci de comédie est quand même bourrée d'émotions, beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup cette petite comédie sympathique, avec Leslie Nielsen, bien sûr, et puis il y a celle-là,
qui était pendant un moment considéré un petit peu comme le 4e épisode de Y a-t-il un flic pour sauver. Et là, c'est Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Mais en fait, c'était pas le 4e épisode, c'est tout simplement un épisode inédit. Le vrai 4e épisode, c'est celui qui est sorti avec Liam Neeson. Mais là, on a Leslie Nielsen en 2002 avec Ophélie Winter qui ont sorti ce film. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Le gros problème, c'est que primo, les effets spéciaux sont très très mal faits. Parce que on voit qu'il y a un manque de budget, mais il y a aussi un manque d'idées, parce que les gags tombent quasiment tous à plat. Et je pense que Leslie Nielsen, tout comme Ophélie Winter, sont tout à fait conscients que ce film est un ratage malheureusement total. C'est un film qui est passé complètement inaperçu. Il est sorti au cinéma, il est resté 1 semaine à l'affiche, peut-être 2 semaines, et encore, je sais pas. En tout cas, ce film est un ratage total, malheureusement. Même Leslie Nielsen, qui est d'habitude génial, on voit que là, le réalisateur le laisse faire un peu comme il veut, mais on voit que Leslie Nielsen est un petit peu perdu. D'habitude, il est vraiment concentré dans ses films. On voit qu'il crève l'écran. Là, sur ce coup-là, il crève pas du tout l'écran. Même lui, il a l'air d'être un petit peu mal dirigé par le réalisateur. Bref, celui-là, c'est vraiment malheureusement un ratage et on est loin des 3 premiers films. Donc celui-ci ne compte pas. Il est bien, je l'ai pris parce qu'il y a Leslie Nielsen, je l'avais eu dans un prix très 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 bas. Mais franchement, c'est malheureusement ce qu'on peut appeler ça malheureusement un beau nanar. Par contre, là, on n'est pas du tout dans le nanar. Hein. Alors là, on remonte directement dans les estimations. Les frères Cohen, la comédie irrésistible, Oh Brother, avec George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson et John Goodman. C'est un film que j'adore. En plus, il y a une petite allusion dedans à un moment sur les ZZ Top avec leur barbe et leur musique un peu country. J'adore. Ça, c'est une comédie que j'adore regarder au moins. Chaque année, je me le refais au moins une fois, tranquillement. Ça, c'est vraiment un pur petit chef-d'œuvre qui est passé d'ailleurs sur Arte il y a quelques temps. Une autre comédie anglaise cette fois-ci, Shooting Fish. Alors là, oui, là, on est vraiment dans une comédie avec ces 3 arnaqueurs là qui essaient de fabriquer soi-disant des ordinateurs dernier cri, mais en fait ils arnaquent les clients, ils font tout justement pour arnaquer les gens. On dirait un petit peu, voilà, d'ailleurs oui, c'est la même équipe qui avait fait le fameux The Full Monty dont je vous ai parlé la dernière fois. Ça, c'est vraiment un film génialissime avec évidemment des acteurs. Alors attendez, les acteurs, il y a évidemment je ne la vois pas. Il y a l'actrice, évidemment, qui joue dans les Underground. Voilà, les fameux Underground. Kate Beckinsale. Voilà, ça y est, j'ai eu le nom. Une autre comédie sympathique, mais là aussi, on est vraiment dans une petite comédie réalisée par John Landis, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux, malheureusement, John Landis. Pourtant, il a fait les Blues Brothers. Il a fait aussi Un fauteuil pour deux, Un prince à New York ou Le loup-garou de Londres. Ça s'appelle Suzanne a un plan, avec Dana Aykroyd, avec Lara Flynn Boyle, Natasha Kinski et Billy Zane, et notamment il y a Rob Schneider dedans. Voilà, Rob Schneider, voilà. Le film est sympathique, mais beaucoup plus faible que ce que John Landis nous avait habitué jusqu'à présent. Par contre, je vous avais parlé de Rob Schneider. Voilà la comédie qu'il faut voir. C'est vraiment la comédie où on meurt de rire du début jusqu'à la fin. Rent-A-Man, gigolo à tout prix. On l'a appelé Mal Gigolo, en fait, le film il s'appelle Mal Gigolo. Là vraiment, on rit du début jusqu'à la fin. Rent-A-Man, gigolo à tout prix. Mal Gigolo, en fait. Le titre est sorti en français sous le nom de Mal Gigolo. Et là par contre, on rit énormément. Une autre comédie potache, un petit peu lourdingue, on va dire, par rapport à la précédente, c'est celle-ci avec Rob Schneider, mais qui est très sympathique. L'animal, où après un accident, il se retrouve avec des gènes d'animal dans son corps. Alors évidemment, là, on tape dans la comédie burlesque. Hein. On est vraiment dans la comédie potache. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. On passe un bon moment. On continue avec la suite de Mal Gigolo, c'est-à-dire celui-ci, Gigolo malgré lui, avec Rob Schneider toujours. Là aussi, pareil, beaucoup d'allusions sexuelles, hein, beaucoup d'allusions coquines et explicites dans la comédie.
Regardez la tour de Pise, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment rigolo. Et ça se passe, je crois, la plupart en Italie, puis aussi à Amsterdam, je crois. Il y a quelques scènes qui sont tournées à Amsterdam. Voilà. Mais c'est sympa. Après, il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Une nana au poil, qui est très... voilà, là aussi, on passe un bon moment. Toujours avec lui, évidemment. Alors, beaucoup de gens l'apprécient, beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Je comprends tout à fait. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas fan, mais j'aime beaucoup. Il me fait rire. Voilà, tout simplement, il me fait rire. À partir du moment où quelqu'un vous fait rire, je pense que c'est le bon moment pour passer un moment de rigolade. Rob Schneider toujours avec David Spade et John Heder dans le fameux La Revanche des Losers, par la même équipe qui ont fait Dodgeball. Celui-là aussi est très sympa avec John Lovitz, évidemment. Là aussi on rigole. C'est con que ça en peut plus. On rigole. On est un peu dans l'humour, un peu à la Dumb and Dumber, mélangé un petit peu à American Pie, mais en moins bien. Voilà, en moins bien. Ensuite, il y a une trilogie, évidemment, que je vous conseille à tout prix, comme Marie, hein, à tout prix. C'est cette trilogie-là. On ne peut pas se passer de Mike Myers. Alors, je vous ai montré Wayne's World 1 et 2 dans le coffret, dans la précédente vidéo. Et là, je vous montre la trilogie Austin Powers avec Mike Myers, toujours Elizabeth Hurley. Voilà, Austin Powers 1996. 99, Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. Et le troisième film, avec Michael Caine et Beyoncé. Et oui, il y a Beyoncé dedans, elle est là. Austin Powers 3, Gold Member. Alors là, on a toutes les références sur James Bond, mais version Mike Myers. On rit énormément. On rit énormément là. Alors là, on est vraiment dans une folie totale. Et voilà, on est un petit peu dans l'humour, hein, l'humour de Austin Powers. C'est un petit peu le genre Wayne's World, mais en beaucoup plus psychédélique et beaucoup plus coloré. Mais vraiment, bon, Mike Myers, j'aime beaucoup Mike Myers. Voilà. Une autre comédie vraiment très sympathique avec Freddie Prinze Jr. et Rachel Legg Cook. Elle est trop bien. Ça aussi, on est un petit peu dans le genre American Pie plus ou moins, avec le très jeune Paul Walker. Et oui, Paul Walker était là. Vous le voyez là ici. Et puis il y avait aussi le fameux acteur, je me souviens plus son vrai nom. Il y a Matthew Lillard, mais il y a aussi celui qui fait le Terminator, le Sherminator d'American Pie. La fameuse scène de la pizza avec des poils. C'est dégueulasse. Vous verrez, si un jour vous avez l'occasion de le voir, vous verrez ce que je vous dis par rapport à la pizza et les poils. Première sortie, Brendan Fraser, Alicia Silverstone. Une comédie vraiment très très bien. Voilà, très très bien. Là aussi, on est dans le domaine de la comédie des années 80-98 exactement. Voilà. Brendan Fraser, une comédie de plus. Un bon petit film, j'aime beaucoup. Une autre comédie sympathique. Johnny Depp dans Rum Express, où il jouait d'ailleurs avec sa fameuse future femme, hein, Amber Heard, avec qui il a eu tous ses problèmes juridiques. Hein. Ça a été, je crois que ça a été avec ce film qu'ils se sont rencontrés. Mais mis à part ça, le film est très sympathique. Rum Express, mais un film qui n'a pas trop marché quand même, hein, pas trop. Ensuite, il y a celui-ci qui est très bien, Monsieur Woodstock, avec le génial Billy Bob Thornton, Sean William Scott, le fameux Stifler dans American Pie, voilà, et Suzanne Sarandon. Là aussi, il joue le rôle d'un coach sportif absolument insupportable, et lui, il n'en peut plus. Là aussi, on rit énormément avec Monsieur Woodstock. Toujours dans les comédies des années 90 cette fois-ci, ce fameux Pas de vacances pour les blues avec Kathleen Turner, Dennis Quaid. Et ce qui est génial, c'est que dedans vous avez le rôle, il est là, Stanley Tucci qui joue le rôle de la Muerte. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait absolument marrer. Il y a Tom Arnold dedans, qu'on voit dans True Lies avec Schwarzenegger. Pas de vacances pour les blues, une comédie culte. Ça, c'est un DVD qui est pas facile à trouver, hein. J'ai la VHS aussi d'ailleurs de ce film. Il était passé sur Canal+ il y a quelques années. Un poisson nommé Vanda, cultissime. Alors celui-là, il est génial. John Cleese, un ancien Monty Python. Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin, qui est là. 2 anciens Monty Python. Voilà. Réalisé par Charles Crichton. Là, voilà, vous avez la comédie culte de 1988. Alors, il y a une suite qui est sortie. Alors, je ne sais pas si c'est une suite directe. Je sais que ça s'appelle Créatures féroces. D'ailleurs, je l'ai même en VHS. Et c'était la même équipe qui s'était formée 10 ans plus tard, en 98, pour faire... je sais pas si c'est une suite, Créatures féroces. Mais en tout cas, c'était un deuxième film. Mais celui-là, en tout cas,
Il est très très bien. Petit duo dans ce coffret DVD de Reese Witherspoon avec ces deux petites comédies très sympathiques, vraiment géniales. On rit beaucoup. La revanche d'une blonde et La blonde contre-attaque. Là vous avez donc 2 films en un et là vous avez 2 DVD. Mais franchement là les 2 films sont très très bien quoi. On rit énormément et là voilà vous avez encore un exemple des comédies américaines des années 90-2000 que j'aime beaucoup. Évidemment, il y a aussi les vieux films des années 50 et les années 60-70 et les comédies des années 80. Tout particulièrement, attendez, j'approche le DVD. Il est là. Le secret de mon succès, Michael J. Fox. Ça, c'est un chef-d'œuvre sorti en 87-88. C'est un chef-d'œuvre. Moi, j'adore ce film. C'est vraiment on est un petit peu dans la même mouvance, un petit peu, si vous voulez, de La folle journée Ferris Bueller. On est un petit peu dans ce genre de film-là, mais à part que l'histoire n'a rien à voir, puisque Michael J. Fox essaie de monter d'échelon, on va dire, essaie de monter dans la hiérarchie par rapport à son métier. Pour ceux qui en connaissent, j'ai en VHS ce film d'ailleurs, j'ai en VHS. Pour ceux qui connaissent le film, dedans vous avez le morceau du groupe Yellow, le fameux Oh Yeah, évidemment le morceau on l'entend dans La folle journée Ferris Bueller et dans Touche pas ma fille avec Tony Danza, et on entend aussi dans Le secret de mon succès qui est un véritable petit chef-d'œuvre. Un film que je vous ai présenté, 2 films que je vous ai présentés pendant les fêtes de Noël. Je vous les représente pas encore. La Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Le 1 et le 2. Avec Macaulay Culkin, Catherine O'Hara, John Hurd, Joe Pesci, Daniel Stern. Voilà. En plus, vous avez, comme je vous ai montré la dernière fois, les 2 films sur un seul DVD. Ils sont là-dedans. Ils ont réussi à compresser les 2 films avec une qualité de son et d'image absolument sensationnelle. Coffret, trilogie spécial, on va dire plus ou moins spécial Noël si on veut, mais en tout cas regardez, voilà, le fameux coffret. Allô maman ici bébé, Allô maman c'est encore moi, et Allô maman c'est Noël. Les comédies qui ont relancé un petit peu la carrière de John Travolta, qui avait connu un gros succès dans les années 70 et 80 avec La fièvre du samedi soir, Grease, et puis il y a eu le fameux Blown Out de Brian De Palma, et puis il y avait aussi bien sûr le Staying Alive, le Perfect. Et à partir de là, c'est vrai que sa carrière est un peu tombée. Et à partir de 1990, il est revenu juste avant de faire un carton avec Tarantino en 94 avec Pulp Fiction. Il y aura ces 3 comédies en 90, 91 et 93. Voilà, donc vous avez le coffret avec les 3 films dedans. Alors ce coffret, on peut le trouver de partout dans les carrefours, et ça sort de préférence pendant les fêtes de Noël. Voilà. Et vous le trouvez, tenez-vous bien, à 10 €. 10 € tout neuf. Moi, je l'avais eu à 10 €. Tout neuf à 10 €. Voilà. Et ça vaut le coup. Alors, les 3 films, moi, j'adore. C'est aussi culte que Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Voilà. Là, vous avez 3 films, 2 films. Oh, j'aime autant ces 2-là que voilà. Je peux pas choisir lesquels. Je trouve que c'est super. Là, on passe vraiment de très bons moments en famille. Ensuite, une autre comédie qui est très sympathique aussi, c'est celle-ci. En plus, il y a le petit carton dessus. Jackpot avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher. Ça aussi, c'est une comédie vraiment délirante, comédie sentimentale, avec tout son lot d'humour potache, c'est le cas de le dire. Hein. Jackpot, très sympathique. Autre comédie vraiment géniale, avec Owen Wilson et Vince Vaughn, Les Stagiaires. 2 gars qui ont à peu près la trentaine ou la quarantaine, qui se retrouvent avec des stagiaires de 15-16 ans, comme s'ils étaient en train de repasser leur bac. Et puis, mais c'est absolument sensationnel. On se retrouve avec des situations et des quiproquos vraiment géniales. C'est Sean Levy qui a réalisé le film. C'est celui qui a fait la trilogie La Nuit au musée, notamment. Il y a aussi Family Business, ça c'est un grand classique de 1989-90, avec Sean Connery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick. Une comédie de Sidney Lumet. Ça c'est vraiment un très bon film, où il y a donc le grand-père qui était un ancien malfrat, un ancien cambrioleur, qui va embarquer son petit-fils Matthew Broderick dans ses péripéties, au grand malheur du père, Dustin Hoffman, qui lui va tout faire pour persuader le fils de ne pas écouter le grand-père. Je vous dis pas le délire. 3 générations, 3 acteurs admirables. Ça, c'est vraiment une comédie génialissime. Une autre comédie que j'adore, celle-ci et celle-là.
Mon voisin le tueur avec Bruce Willis et Matthew Perry. Là, on a Mon voisin le tueur 2 aussi. Voilà, là vous avez deux petites comédies où Bruce Willis ne se prend pratiquement pas du tout au sérieux. Parce qu'il joue le rôle d'un mafieux dedans, mais en fait non, c'est plutôt un gars adorable, on va dire entre guillemets, mais on passe de très très bons moments. Dans le deuxième, il y a Frank Collison. Et vous avez Natasha Henstridge aussi qui est ici, qui joue dans La Mutante. Il y a aussi Rosanna Arquette, notamment, entre autres. Voilà, Kevin Pollak. Voilà, Mon voisin le tueur, sorti en 2000, Mon voisin le tueur 2, sorti en 2004. Là, vous avez ceci aussi, qui est très très bien. Max la menace, avec Steve Carell, Anna Thaoué, Dwayne Johnson et Alan Arkin, la fameuse parodie de Max la menace, le fameux film sorti, la fameuse série sortie dans les années 60, qui a été réadaptée au cinéma avec Steve Carell, donc évidemment, on ne peut que rire, et puis Anna Thaoué dedans qui est magnifique, Le diable s'habille en Prada, magnifique. Autre comédie réalisée par Christopher Guest, le fameux Bête de scène, comédie un petit peu inconnue en France. Quand j'y suis tombé dessus, j'ai vu le casting, surtout je connaissais pas. Il y a Eugène Levy dedans, notamment, Eugène Levy, l'acteur qui joue le père de Jim dans les American Pie. On a aussi la mère à siffleur, hein. Eh oui, Jennifer Coolidge. Il y a Catherine O'Hara, qui joue notamment dans les Beetlejuice et les Maman j'ai raté l'avion. C'est une comédie justement sur les gens riches, les gens aisés, qui font des comment on appelle ça, qui font des concours pour les chiens, le concours des plus beaux chiens du monde, plus beaux chiens de l'année, voilà. Donc on tombe dans cette comédie animale, on va dire, voilà, qui est vraiment très les plus bêtes ne sont pas ceux qu'on pense. Oui. Effectivement, c'est vrai que dans le film, les animaux les plus bêtes, ce sont pas les animaux eux-mêmes. On s'aperçoit que les animaux sont peut-être parfois plus intelligents que leur maître. C'est ce que le film essaie un petit peu de nous retransmettre, mais dans une version vraiment plutôt rigolote et parodique. Voilà. Chérie, fais-moi peur, le film, donc après Starsky Hutch, il y a eu celui-ci qui est sorti, avec évidemment Sean William Scott, Johnny Knoxville qu'on a vu dans Monkey Bone, et puis il y a aussi évidemment Jessica Simpson, sympathique, voilà, là aussi ça explose, ça pète, ça y va, la musique, et puis évidemment il y a la fameuse General Lee, l'une des plus belles voitures au monde. Joe's Apartment, Grand Prix 1996 du Festival du film Fantastica des effets spéciaux et Grand Prix MTV Awards à cette époque-là pour les effets spéciaux avec le fameux Jerry O'Connell. Joe's Apartment, le mec va tomber à New York dans un endroit miteux, en plein ghetto, et dans un appartement infesté de cafards. Et les cafards ont la particularité d'être vivants, de parler, de danser, de chanter. C'est tout fait en images de synthèse. C'est un régal. Je l'ai en VHS. Ce film est un véritable petit chef-d'œuvre à découvrir. Je vous conseille de le voir, celui-là. Parce que celui-là, vraiment, pendant à peu près 1h20, vous allez vous éclater. Vraiment. Vraiment vous éclater. Ensuite, toujours dans les comédies. Alors là, on tombe sur les comédies avec Hugh Grant. Hugh Grant, j'aime beaucoup Hugh Grant. Hein. Pendant un moment, Hugh Grant, il m'avait un petit peu gonflé parce qu'il faisait beaucoup de comédies sentimentales. Mais pourtant, il y a eu quand même quelques beaux films. J'aime beaucoup le comeback avec Drew Barrymore, où là, il joue le rôle d'une ancienne star de la pop des années 80 qui essaie de revenir dans les années 2000-2010 et reconquérir son public. Vraiment, là, c'est très très bien. Là, on revit les années 80 à fond, quoi. Et là, Hugh Grant et Drew Barrymore, franchement, le duo fonctionne très très bien. Là, vous avez aussi un autre film que j'adore, c'est une parodie sur les films de mafia. C'est Mickey les yeux bleus, avec par le réalisateur de, je crois que c'est le réalisateur qui a fait Coup de feu dans Notting Hill, je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a Elizabeth Hurley qui a produit le film. Vous avez James Caan dedans, Jen Triplehorn. Voilà. Donc Mickey les yeux bleus, magnifique. Celui-là, il est grandiose. Il y a Burt Young, le fameux Burt Young, vous savez, Paulie. Le beau-frère de Sylvester Stallone dans les Rocky, il joue dedans. On continue encore dans les comédies. Alors là, on va les passer vite fait parce que celles-là, vous les connaissez. Évidemment, toute la saga 1984, Police Academy, avec évidemment Steve Guttenberg et puis toute la, il y a le capitaine Harris là, J.W. Bailey que j'adore cet acteur. David Graff,
Canterbury, qui malheureusement nous a quittés en 2001. Il y en a beaucoup qui sont partis malheureusement ici, dans cette équipe. Il y en a beaucoup qui sont morts. C'est voilà. Mais ça fait toujours plaisir de revoir Police Academy 1984, Police Academy 2 au boulot 1985, Police Academy 3, Instructeur de choc 1986, le troisième épisode, Police Academy 4, Aux armes citoyens 1987, avec Booba Smith, avec Sharon Stone qui joue dans le film, qui Marion Ramsey, voilà, j'adore, c'est excellent. Et puis il y a le rôle du Bobcat Goldthwait dans le rôle de Z. Il est là, il est ici en bas. Voilà. Et puis Police Academy 5, 1988, débarquement à Miami Beach, toute la saga. Je les ai tous. Police Academy 6, SOS Ville en état de choc, 1989. Alors, pendant 5 ans, de 89 à 94, ils ont décidé d'arrêter la saga. Et puis en 94, pour fêter les 10 ans de la saga, de 84 à 94, ils sortiront un 7e et ultime Police Academy, qui s'appellera Police Academy 7, Mission à Moscou. Ça sera le 7e et dernier épisode de la saga. Voilà, tout simplement. Alors, moi j'adore surtout les 4 premiers. Enfin, les 3 premiers, j'adore. Le 4 et le 5 sont sympas, un peu moyens, pas mal. Le 6 et le 7, le 6 ça peut aller et encore. Le 7 par contre je l'ai trouvé vraiment moins bon. Par contre dans le 7 on retrouve Ron Perlman. Je crois qu'il y a Ron Perlman dedans. Oui, il y a Ron Perlman et Christopher Lee. Eh oui, Christopher Lee qui joue dans Police Academy 7, Mission à Moscou. Toujours dans les comédies, il y a aussi celles-ci qui sont très très bien. Comédie potache là aussi, avec la même équipe qui ont fait les frères Farrelly. Voilà, Peter et Bobby Farrelly, la même équipe qui ont fait Marie à tout prix notamment entre autres, ou alors Dumb and Dumber. BAT, bon à tirer. Pendant une semaine, leur femme leur donne autorisation d'aller voir ailleurs. Et alors là, on va passer un moment absolument incroyable. Jason Sudeikis et surtout Owen Wilson, complètement déchaîné dans cette comédie. Alors là, c'est un film, là aussi, pareil. Je me le refais à peu près une fois chaque année. Voilà. C'est un film, je me refais au moins une fois chaque année. C'est con que ça n'en peut plus, mais qu'est-ce qu'on rit. Je crois que c'est ça le but. Le but, c'est de rire, même si c'est con. Il faut rire. Et là, je peux vous promettre que là, on rit. Haute comédie où on rit énormément. Very Bad Trip. Magnifique. Alors, je n'ai pas le 2. Je n'ai pas le 3. Chaque fois que j'y tombe dessus, je les prends pas. J'ai toujours entendu dire que le 2 et le 3 étaient vraiment pas bons, mais je vais quand même un jour me débrouiller de les acheter quand même, parce que j'ai quand même envie de les voir. Very Bad Trip, alors celui-là par contre il est sensationnel. Celui-là il est sensationnel. Ça ressemble un petit peu au niveau du scénario quand même au film de Peter Berg, Very Bad Thing, qui était sorti avec Cameron Diaz. C'est à peu près le même genre de scénario, à part que l'autre il est beaucoup plus dramatique. Là on est vraiment dans la comédie pure et dure. Toujours dans les comédies cultes, 1983, Harold Ramis, vous connaissez tous, le membre des SOS Fantômes qui avait des lunettes, celui qui est décédé en 2014, eh bien il était réalisateur, il avait fait Multiplicity, il avait fait Un jour sans fin, Mafia Blues 1 et 2, Endiablé, c'était un réalisateur aussi, Harold Ramis, il n'était pas que acteur, il était scénariste, producteur, et il avait aussi réalisé en 1983, juste un an avant SOS Fantômes, il avait réalisé Bonjour les vacances. Eh oui, Bonjour les vacances de Harold Ramis. Voilà, son nom est là. Avec évidemment Chevy Chase, il y a Beverly D'Angelo, il y a Randy Quaid, il y a John Candy. Cette comédie. Bon, alors moi c'est simple, chaque été je me le refais au moins une fois. Ça c'est un film, j'en suis dingue de ce film. J'adore ce film. Mais alors c'est rigolo, mais ça se plie à tordre de rire. Mais alors il y a Bonjour les vacances numéro 2 qui est sorti. J'ai pas réussi à le trouver, il est pas facile à le trouver en France. Et puis il y a aussi le troisième, le sapin à les boules, je crois que c'est Bonjour les vacances numéro 3, ça se passe pendant les fêtes de Noël. C'est vrai que le 2 et le 3 sont pas faciles à trouver, même celui-ci il est pas facile. J'y suis tombé dessus dans un, je crois que c'était dans un
un Planète Saturne, je crois, ou un Hypermédia à l'époque. Ou alors ça doit être la Fnac, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand j'y suis tombé dessus, je l'ai pris. En plus, c'est avec son petit fourreau cartonné, comme la Warner. Voilà. Voilà, bonjour les vacances. Alors ça, c'est excellentissime. S'il y a une comédie que vous devez vous voir aussi, c'est bien celle-là. Toujours avec Harold Ramis, voilà, le même réalisateur qui nous a quitté en 2014. Mafia Blues et Mafia Blues 2, La Rechute. Alors là, écoutez, je sais pas quoi vous dire, quoi. Ça aussi, c'est le genre de film que je me refais régulièrement si je veux passer un bon moment et qu'on rit énormément. Robert De Niro, Billy Crystal, ça c'est le top des tops. Avec Lisa Kudrow, c'est la jeune fille blonde qui joue dans la série Friends. Elle joue dans Friends. Voilà. Alors ça, ces deux films, c'est un régal. Un régal. Voilà. Mafia Blues 2. Regardez-les. Vous allez passer un très 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 bon moment. Ils sont magnifiques tous les deux. Autre comédie, John Landis, le réalisateur de Le Loup-garou de Londres et de Blues Brothers. Il y avait aussi celui-ci, Un fauteuil pour deux. Dan Aykroyd, Eddie Murphy, son deuxième film après 48 heures. Ça, c'était en 83. Avec Jim Lee Curtis aussi. Voilà. Et là, vous avez les deux crapules, là, dont Don Ameche dedans. Jim Lee Curtis. Voilà. Un fauteuil pour deux, 1983. Ça, c'est un film à posséder impérativement. Parmi les comédies cultes des années 80, il y avait aussi celle-ci, 1988. Tom Hanks joue le rôle d'un petit garçon dans Big, où un enfant demande à devenir adulte et la magie va opérer. Je vous en dis pas plus. Moi, ces films, j'ai dû me le mater. J'ai dû le voir peut-être, je sais pas, une vingtaine, trentaine de fois. J'adore ce film. Très, très, très beau film. Superbe. Avec une histoire très, très émouvante. Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Hurd. Alors c'est Penny Marshall qui a réalisé le film. Alors Penny Marshall, je crois que c'est elle qui a réalisé, il me semble bien, qui a réalisé Pretty Woman. Je crois bien, ouais. Autre comédie américaine que j'adore, c'est ceci. Ted 2, avec Mark Wahlberg, Seth MacFarlane. Alors là aussi, on rit énormément. En plus, la voix de Ted, la voix du Teddy Bear, la voix de l'ourson, c'est Joey Starr, l'une des voix de NTM, qui fait la voix de Ted. C'est absolument génial. Voilà, ça c'est deux comédies américaines absolument tordantes. Je n'ai toujours pas entendu parler d'un Ted 3, ça serait sympa. Et je crois qu'en plus on voit l'acteur, évidemment, je ne me rappelle plus son nom. Il y a l'acteur qui joue le rôle de Flash Gordon. Et évidemment, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est pas grave. Il y a Morgan Freeman dans le deuxième. Mais voilà. Donc voilà, Ted, ça aussi, c'est vraiment à posséder impérativement. Et vous avez aussi, on finit avec les 6 derniers films. Voilà, donc alors là, on tape dans le chef-d'œuvre, hein, parce que là, évidemment, les frères Cohen, Fargo et tous les autres films que vous connaissez. Voici le fameux The Big Lebowski avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro. Voilà, là vous avez un chef-d'œuvre complet. Celui-là, j'ai adoré. C'est à voir et à revoir, et ça c'est à posséder impérativement dans sa DVD Tech ou dans sa Blu-ray Tech ou dans sa vidéothèque. Voilà. Là, celui-là, faut vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, celles et ceux qui n'ont pas vu, il faut que vous le découvriez, celui-là. Le découvriez. Oui, vous découvrez. Vous voyez, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. 2 comédies excellentes. Voici le fameux Road Trip avec Sean William Scott, encore évidemment Stifler, il joue dedans. Voilà. Là, vous avez vraiment une comédie vraiment à mourir de rire, un road movie absolument sensationnel, dans la même lignée que American Pie. Et là, vous avez un petit chef-d'œuvre de Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, avec Arrête-moi si tu peux. Une histoire vraie, hein. L'histoire vraie d'un véritable imposteur. Et oui. Et franchement, il y a Christopher Walken dedans. Nathalie Baye, qui joue le rôle de la maman de Leonardo DiCaprio. Il y a Martin Sheen aussi. Martin Sheen. Voilà.
Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Ça, c'est une comédie absolument cultissime. Et on finit avec les 4 derniers. Je vous montrerai la série télé et je vous montre le film. Ça, c'est un DVD que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans une ressourcerie, dans un état tout neuf, absolument tout neuf, avec DVD promotionnel, vous voyez. Ne peut être vendu ni loué, mais pourtant je l'ai eu. Il m'a coûté quoi, 10 centimes, 20 centimes, un peu cassé. Ma sorcière bien-aimée, 3 épisodes de la saison 1. Et du coup, ça complète avec celui-ci, qui est en fait Ma sorcière bien-aimée, sorti en 2005 au cinéma, avec Nicole Kidman et Will Ferrell. Le fameux Ma sorcière bien-aimée, le film. Voilà. Il tombe sur une jeune femme qui, en fait, il s'avère que c'est la véritable sorcière, puisqu'elle joue, c'est une actrice dedans, et elle joue le rôle elle va rejouer le rôle de Ma sorcière bien-aimée dans la série télé. Et il s'avère qu'ils n'ont pas besoin de faire d'effets spéciaux, parce qu'en fait, elle est sorcière pour de vrai. Et donc, à partir de là, il va y avoir une série de quiproquos pendant tout le film. Excellent. Et on finit avec ces 2 films. Alors, je n'ai pas le deuxième. Le deuxième, je l'ai. Le deuxième, je l'ai en cassette vidéo. J'ai le premier et le deuxième en cassette vidéo. Je n'ai pas le deuxième. Par contre, celui-là, c'est culte parce que là, le coffret je crois qu'il est ressorti récemment en DVD et en Blu-ray. Il va falloir que je vous présente ça dans un flash mad. C'est celui-ci. Les dieux sont tombés sur la tête, que j'ai en VHS aussi. Les dieux sont tombés sur la tête. Grand classique 1982 qui avait reçu toutes les récompenses à l'époque et qui a été un véritable carton au cinéma entre 1982 et 83. La suite qui est sortie en 88, je l'ai en VHS et j'attends d'avoir le coffret. Alors il y a le coffret Blu-ray qui est sorti, le coffret DVD, je vais voir. Voilà. Normalement, je pense que je vais prendre les 2 formats. Mais vous avez aussi donc ce jeune, on va dire acteur, parce qu'il est devenu acteur par lui-même, qui s'appelle. Alors je vais essayer de le prononcer avec sa langue. Je sais que c'est Xo avec un X, mais on le prononce en faisant un cliquetis avec la langue. Normalement, il s'appelle Xo. Attendez, je le refais. Xo. Voilà. Normalement, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Et ensuite, dans le film, il a donc, voilà, oui, il y a le N avec l'accent. Voilà. Le point d'exclamation, pardon. Exo. Là, vous avez donc un casting incroyable. Ce film, The Gods Must Be Crazy, a été réalisé par Jenny Huis. Ça c'est à mourir de rire. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que c'est une leçon de morale, surtout pour nous, les êtres humains civilisés. Il y a une morale et un message écologiste dans ce film qui est d'une puissance incroyable. Vraiment, celui-là, il est à la fois émouvant et tordant. Le film est filmé d'une façon comme si c'était un Tex Avery, quoi. Certaines images sont un petit peu accélérées, un petit peu ralenties. Regardez ce film, vous allez passer un très 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 bon moment. Les dieux sont tombés sur la tête, c'est un très très grand classique. Et on finit avec Juno, réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman. C'est lui, Jason Reitman, qui a réalisé SOS Fantôme 3, l'héritage. Une petite comédie vraiment très très bien, avec Ellen Page, Michael Cera. Voilà, vous avez J.K. Simmons. Vous avez une petite comédie vraiment bien, qui est très sympathique. Je l'avais jamais vu et je l'ai découvert il n'y a pas très 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 longtemps. Voilà. Alors j'aimerais, juste avant d'aller vers la section musique, on va attaquer les albums synthétiques, tout ce qui est New Wave. J'aimerais juste un petit peu, je ne sais pas si vous avez peut-être aperçu que ma voix est en train de partir. Voilà. À force de parler, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai ma voix, elle est en train de se barrer. Donc j'essaie de parler le plus fortement possible pour que vous m'entendez, et j'essaie de parler à côté du micro du portable parce qu'autrement ma voix elle n'en peut plus. Donc j'essaie de parler plus fort. Là j'ai la voix, elle est en train de se barrer. Là ça y est, extinction de voix en direct. Allez, à de suite. On se regarde à la section Records. Et voilà, je vous retrouve après un bon petit verre d'eau. J'espère que ma voix va un petit peu mieux. Voilà. Oui, j'ai la voix qui est en train de fatiguer, tout simplement. Voilà, ça arrive, hein, en direct. Alors, on attaque directement la section New Wave et tout ce qui est synth pop. Alors, on va essayer de... Il n'y a pas beaucoup d'albums. Enfin, oui, j'en ai beaucoup d'albums, mais je vous les prends petit bout par petit bout, autrement, ça n'en sort plus. On va démarrer par celui-ci magnifique. Close No Me, choriste de David Bowie au départ, qui est devenu chanteur lyrique. Et David Bowie lui avait conseillé de faire de la musique pop, rock, sur ses chants lyriques. Ça a donné ce premier album en 1981. Le deuxième en CD, je l'ai pas.
je l'ai en vinyle. J'ai le premier et le deuxième en vinyle. Simple Man, je vous le montrerai. Voilà le premier album de Close No Me, 1981. Alors il y a Keys of Light, Lightning Strike, il y a le fameux Cold Song qui est très connu, bien évidemment, vous la connaissez tous. You Don't Own Me, Total Eclipse, Wasting My Time, très très bel album. Voilà son premier album à Close No Me, qui était un chanteur lyrique allemand qui nous a quittés en août 1983. Et puis en 1994, pour les 10 ans de son décès et pour lui rendre hommage, la maison de disque BMG, RCA, BMG, voilà c'est ça, a sorti cette compile qui s'appelle Close No Me, tout simplement. Voilà. Et cette compilation, dedans, on a presque l'intégralité à 1 ou 2 titres près du premier album, et on a presque l'intégralité à 2 ou 3 titres près du deuxième album. Il y a quelques titres inédits comme Can't Help Falling in Love qui a été mis en plus. Je crois qu'il y a encore un autre titre qui a été rajouté. Voilà. Mais voilà donc la compilation de Close No Me sortie en 1994. Là vous avez toute son œuvre en un seul CD. Mais les deux premiers séparément, les deux premiers albums, ça vaut le coup de les avoir, sincèrement. C'est une ambiance très étrange, une atmosphère très étrange. Mais moi, j'aime beaucoup. Toujours dans la New Wave, on ne peut pas oublier le fameux Trevor Horn qui a produit le groupe Yes, Frankie Goes to Hollywood, qui a produit Seal, qui a produit Propaganda, qui avait formé, avant de produire tout ça, son groupe, The Buggles, The Age of Plastic. Voilà, le fameux album, le premier, parce qu'ils en ont fait un deuxième aussi. Le premier album sorti en 1980, avec donc dedans Video Kill the Radio Star, le fameux Plastic Age. Il y a aussi le titre L-Street, il y a aussi Clean Clean, qui sont sortis en 45 tours, que j'ai en 45 tours. Ce qui est génial, c'est que vous avez les 8 titres du 33 tours d'origine, et les 3 titres là, c'est les phases B. Ils les ont rajoutés à la fin. Voilà, tout simplement. Version complète donc. Cette compilation très belle de Alison Moyet, la chanteuse de Yazoo. Alors cette compile est géniale parce qu'on retrouve tous les tubes de Alison Moyet dedans. Tous ces tubes sont là, en solo et avec Yazoo. Il y a Only You, il y a Situation, entre autres. Le seul gros hic dans cette compile, regardez bien, eh bien il n'y a pas Don't Go. La fameuse Don't Go. Eh oui, le gros tube Don't Go de Yazoo, elle n'y est pas. Alors ça, c'est le gros tube de Yazoo, hein, de son groupe, hein, Alison Moyet. Hein. Eh ben non, Invisible, All Cried Out, This Is This Love, pardon. Voilà, tous ces tubes, il n'y a pas Don't Go. C'est un peu con, quoi. Ça, c'est vraiment, mais c'est dommage, hein. Mais autrement, la compile est très très bien. Un album que j'adore, que j'ai même en vinyle aussi, Roxy Music, avec son chanteur emblématique Brian Ferry. Le fameux Avalon en 1982, je crois que c'est leur 6e album il me semble, ou 7e ou 8e album, avec le fameux Avalon, le fameux More Than This que j'adore, qui est très très belle. Il y a The Space Between aussi qui est très bien, Take a Chance With Me aussi, je crois qu'elle est sortie en single aussi celle-là, un très très bel album, Roxy Music, Avalon, et cette pochette qui est sublime, que j'ai aussi en vinyle. Alors là on va attaquer un groupe que j'adore, un groupe suisse, un duo suisse, que j'aime beaucoup. Alors je crois qu'il me manque le 3e album ou le 2e. C'est le groupe Yellow. Souvenez-vous de... alors attendez, les noms. Boris Blanc et Dieter Meyer. Le groupe Yellow, leur premier album, c'était en 1980. Et oui, alors ça par contre c'est vraiment génial. C'est un groupe qui est très 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 influencé sur la musique synthétique, les ordinateurs, les nouveaux sons. C'est un groupe précurseur au niveau du son. Et ce premier album est absolument sensationnel. Les plaisirs solides, Solid Pleasure. Premier album, magnifique. La pochette est incroyable. La pochette est incroyable. Le deuxième album, je crois que je ne l'ai pas. Ou alors c'est peut-être le deuxième album que j'ai là. Non, je crois que le deuxième album, je ne l'ai pas. Il date de 82, je crois. Il va falloir que je me débrouille de l'avoir. Par contre, ça, je crois que c'est leur 3e album. You Gotta Say Yes to Another Excess. 3e album de Yellow. Incroyable, ils sont là tous les deux. Ça, c'était le 3e membre, Carlos Perron, qui ensuite est parti du groupe, mais ils se sont retrouvés à 2. Là aussi, pareil. Vous avez des morceaux géniaux. I Love You, Lost Again. Il y a des morceaux qui sont sortis en single, justement, qui sont très connus. 1985, je crois que c'est le 4e album. C'est le fameux Stella. L'album s'appelle Étoile en italien. Voilà. Et dans cet album, c'est là où vous avez le fameux Oh Yeah.
Voilà, la fameuse musique qu'on entend dans Touche pas ma fille, Ferris Bueller, ou alors Le secret de mon succès. Desire, je l'ai en maxi 45. Vicious Games est sorti en single aussi. Voilà, très très bon album. On arrive en 1987 avec cet album-là que j'adore. C'était le premier album que j'avais découvert de Yellow à l'époque. C'était en 1987, One Second. Et là, dans cet album, vous avez La Habanera, vous avez Moon on Ice, Highway Chance. Il y a des titres connus, notamment The Rhythm Divine, où il chante avec Shirley Bassey. Il y a des morceaux comme Call in Love. Il y a, voilà. Donc là, vous avez vraiment un album super. Alors, ce qui est génial, c'est que tous les morceaux sont différents. Ça part dans la musique afro-cubaine, ça part dans le hard rock, ça part dans le reggae, ça part dans tous les styles de musique, la musique synthétique. Par exemple, ça, Highway Chance, ça fait un petit peu Pet Shop Boys, vous voyez. Voilà. C'est un très très bel album. Et il y a celui-ci, en 88, qui a été un gros carton, l'album Flag, Drapeau. Où là, vous avez le fameux The Race, qui était sorti en single, que j'ai d'ailleurs en 45 tours vinyle. Et dans cet album, on retrouve quelques titres comme Blazing Saddles, le fameux Of Course, I'm Lying, ou alors Child Up, qui sont des titres très connus. Tapez sur YouTube, vous allez voir. Alors, écoutez les vidéos, vous verrez, vous connaissez Yellow. C'est un groupe suisse, vraiment génial. Il y a un autre groupe suisse qui était pas mal aussi, c'était le groupe Double, qui était pas mal aussi. Et pour finir donc cette première section spéciale New Wave, un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, un artiste, un chanteur qui a une voix contre U, une voix de castrat absolument incroyable. C'est Jimmy Somerville. Là, vous avez leur premier album, l'album The Age of Consent, l'âge du consentement, 1984, avec son groupe Bronski Beat, le fameux The Age of Consent. Là, vous avez évidemment les tubes Small Town Boy, Why, Ain't Necessarily So. Il y a le fameux I Feel Love qui a été repris dans une version spéciale. Vous voyez, il y a l'album et là vous avez des titres en bonus avec Marc Almond, le chanteur du groupe Salt Cell dans version maxi, avec des titres et des phases B. Jimmy Somerville, Bronski Beat. Il y a un deuxième album qui était sorti aussi, le Bronski Beat, qui s'appelait 100,000 avec des versions maxi, je vous le montrerai. Ça, c'est le groupe The Communards, et c'est toujours Jimmy Somerville avec le premier album des Communards en 1986. Avec cet album, vraiment le premier album, où il y avait dedans des tubes comme You Are My World, Disenchanted, Don't Leave Me This Way. Il y a aussi So Cold the Night qui était sorti en single. Voilà, là vous avez voilà Jimmy Somerville et Richard Coles, voilà, deux grands artistes musiciens qui nous avaient sorti un album avec Bronski Beats et deux albums avec les Communards, parce que le deuxième c'est celui-ci, en 1987, l'album Red, Rouge. Là aussi pareil, on a de très bons titres. Tomorrow, il y a aussi For a Friend, Never Can Say Goodbye, la reprise. Never Can Say Goodbye, bien sûr. Et il y a aussi There's More to Love, When Boy Meet Girls, pardon. When Boy Meet Girls. Il y a celui-ci, le morceau qui est très bien. Voilà, celui-là d'album est très très bien aussi, le deuxième album. Il y aurait eu donc un album avec Bronski Beat, deux avec les Communards. Entre temps, il aura continué sa carrière en solo. Et d'ailleurs, il continue encore maintenant, on le voit encore. Il y a eu en 1990-91 une superbe compilation qui était sortie, qui s'appelle Jimmy Somerville, Bronski Beats and the Communards, The Singles Collection 84-90. Là, vraiment, on a tous les singles de Jimmy Somerville de 84 jusqu'à pratiquement, on va dire, 1991-92. Voilà. Avec Bronski Beat, les Communards et sa carrière solo. Tout ensemble. Et là, vous avez, voilà, l'album que je vous ai dit tout à l'heure, l'album de remix de Bronski Beat, 100,000, que j'ai mis d'ailleurs dedans, comme si c'était un coffret complémentaire. Et c'est des phases B et des versions longues qu'on a dans les maxi 45 tours de Bronski Beat, notamment à la période 84-85, la période de Jimmy Somerville. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine ainsi que la semaine d'après, ça sera deux vidéos consacrées, tenez-vous bien, aux Tears for Fears. Voilà, on parlera de Roland Orzabal et de Kurt Smith, toute leur discographie. Je vous montrerai tout ce que j'ai sur les Tears for Fears. J'en suis très fan. Alors, je suis en train de voir si je vais faire en deux parties ou si je ferai peut-être en trois parties. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai sur les Tears for Fears que ça risque de prendre un peu de temps. Je pense que ça sera peut-être en trois parties, à mon avis. Je pense, voilà. Bon, mais écoutez, un petit jingle, la conclusion, et à de suite.
Et bien voilà, j'espère que ces comédies américaines vous ont plu. Il y en avait beaucoup. Voilà. Vendredi prochain, normalement pendant je pense plutôt 2 ou 3 vendredis, je sais pas si je vais faire en 2 fois ou en 3 fois, je vais voir parce qu'il y a tellement de choses. Nous parlerons de Kurt Smith et de Roland Orzabal, les Tears for Fears, un groupe que j'adore, dont je suis fan depuis toujours, et je pense que ça sera certainement 2 ou 3 vidéos. À mon avis, il y en a au moins pour 2 ou 3 vidéos. Je vous prépare tout ça dès vendredi prochain. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Portez-vous bien. À bientôt les mads.